أحزب ميال وفيروس كوفيد 19 كورونا فيروس يلحونس المغاولة غير يمذانن أمي كرانزار ميلا مذان يسعى كورونا فيروس ثولة ثسوث تقف نغنفس شدة زار إمسجي غاف زيك الحال إوكين أتحد ما في من نون ميال كورونا فيروس سيرذث إفاسنا نون الصابون ناغ سوسليم أمان إخسمان قيمة ذكو خام ميلا تسعام ثوسوث ناغ عضاس سخدمث أفتاس نالكاغض سيرذث إفاسنا نون إيمير ناغ غمث إيمي ذوان زارن نون ور تطفثارا إمذانن يطفن أفيروس ميلا تطفم ذك يسمثارا ذا حرازنا ذا سحفيفر يكونوي ذويذ يوندي الزين. وذ ثيري دي تولين نقلان ضد سحريش ويس ثلاثة ويس كراض أكيرن ثيدنا بحريش نيزرين دناوير مسلايتي كلتا غافين يشدن غا الدبلوماسية تدوسان تأكد يسروسن استراتيجيا ناغ أصل فرنسيس لا دبلوماسي سانيتير انجو جيوستراتيجيك أدوها كمال أولي نتيد دكتور يسليتو كان يقول ديكس il y a une diplomatie sanitaire, il y a une sorte de bataille, il y a une nour في الدوار أو يفهم ضحكوا تحاول ديجا مشكا لا جيستيون سانيتير تليد أما ديال لوروب أما ديال لازي ديال لا شين أما ديال الأمريكان كومون لا سانتي لي جيري بارابور ا كوفيد 19 و أم كي توالي تمثال غزات أم كان شكي يزمر يتصور سكون أبل لا دبلوماسي سانيتير ذو من نوع غايلين ديال مورا شو دوالي رشيد سقسي اللي قرزن مليحه خاطر جوستمون سعى زاليس لا دبلوماسي سانيتير خاطر في الوقت راهم تعيش جوستمون في لا كريز سانيتير مونديال اني شفت شويه لا ديفايونس دو سيت دبلوماسي لا dans le sens où il n'y a pas vraiment de véritable solidarité dans certains aspects, surtout dernièrement. Le fait qu'on a constaté la pandémie, donc il y a eu quand même on peut dire quelques actions neutrales, 30 de Touloufa, de Warad Adtro. C'est pas de film immédiatement. D'ailleurs, Rachid, il a un petit historique, on peut dire, sur la question de la diplomatie justement sanitaire. C'est que la diplomatie sanitaire, machine Wassa, qui remonte déjà au 19e siècle, la première conférence sanitaire sera vers 1851, justement, là, on peut dire des regroupements, il s'agit par exemple des crises justement qui peuvent être des pandémies, des épidémies, etc. Des solutions. Donc à partir de la question de la diplomatie sanitaire, on peut dire la science au service de la diplomatie, c'est-à-dire c'est le scientifique qui essaie un petit peu d'essayer d'influencer les décisions politiques et d'avoir des ramifications même pour pouvoir régler même des questions des crises qu'il pourrait y avoir entre pays, etc., entre États. Le scientifique, la politique sanitaire ou tout ce qui est comme santé, comme recherche, comme travaux, comme résolution, comme moyen pourrait contribuer dans la résolution des problèmes. Mais bien sûr, toujours est-il que on ne peut pas se dissocier sur la question économique. Donc, il y a un principe, on peut dire, dans cette diplomatie on peut dire, de la santé mondiale, donc sanitaire à l'échelle internationale, c'est de défendre le principe d'une couverture sanitaire universelle. Donc, ça concerne un petit peu les politiques internationales. Donc, des politiques internationales, donc il y a l'intervention des États, la nécessité d'y aller, d'entreprendre des politiques internationales sur des états de la santé des populations. Donc, il y a des crises. Donc,
on doit intervenir pour régler ces problèmes-là. Donc, Rachid, il a la diplomatie sanitaire machine وسع. Une citation chez Dinayoun, il était ambassadeur, c'est un diplomate français, il était ambassadeur à Rome de 1898 à 1924, donc c'était un ambassadeur à Rome qui représente une figure de l'hygiène internationale. Achid Dina, Arnas Camille Barrière, il n'aide que les médecins fassent un peu, donc fassent un peu de diplomatie et les diplomates un peu de médecine. C'est-à-dire, c'est un petit peu justement la nécessité. Et d'ailleurs, même il y a certains politiques, dans certains pays, on conseille, on recommande à ce que même des scientifiques, des médecins, des scientifiques intègrent la politique. Parce qu'en étant scientifique, en étant médecin, en étant un professionnel de la santé, on pourrait vendre sa diplomatie, c'est-à-dire on pourrait réussir là où les politiques peuvent échouer, c'est-à-dire le discours scientifique. Pourquoi? Parce que ça concerne donc un rachitisme donc c'est quelque chose de sensible, de sacré, donc on pourrait réussir là où les politiques peuvent échouer en ce qui concerne le règlement d'un certain nombre de questions. Donc Rachid, c'est important justement de lier cette question-là de santé et de diplomatie. Donc la question justement de cette question-là, après on peut parler un peu plus de cette question-là de la géopolitique, on peut dire géostratégie. Juste une petite introduction. On va revenir, c'est juste pour dire qu'il y a un rôle d'influence à jouer. C'est juste pour dire un petit mot par rapport à ça, mais on va le détailler après. Donc, ce qu'il faut retenir par rapport à la diplomatie sanitaire, c'est que le scientifique, au service de la diplomatie, au service du règlement d'un certain nombre de conflits, d'un certain nombre de questions, et en même temps, on peut influencer, on peut conquérir des pays, on peut les avoir, et ce n'est pas quelque chose de désintéressé. Ça veut dire, après on va donner des exemples, ce que fait la Chine par exemple, c'est pas désintéressé. Tout ce qu'on fait, tout ce que la diplomatie sanitaire fait, c'est pour aussi toujours des intérêts économiques, pour des intérêts politiques, pour des repositionnements. Donc on ne peut pas dissocier ça, c'est essentiel, c'est que la santé, la politique sanitaire, l'investissement dans la santé pourrait être d'un apport important pour le développement du pays et en même temps pour conquérir des espaces. Donc c'est un peu lié et c'est pour ça que la diplomatie sanitaire peut réussir là où les politiques peuvent échouer. Donc c'est très important de relier tout ce qui est comme scientifique à la diplomatie et à la politique et vice-versa. C'est-à-dire le politique, il doit être un peu, on peut dire, dans la peau d'un médecin et le médecin être dans la peau d'un politique. Donc, c'est un peu, il y a une relation un peu de réciproque entre les deux, c'est-à-dire un diplomate scientifique pourrait réussir là où le diplomate politicien pourrait échouer par rapport à certaines questions parce que c'est facile de vendre son image, de vendre son discours, de vendre ses résolutions parce que ça concerne quelque chose d'humanitaire, ça concerne quelque chose qui va résoudre des questions qui sont primordiales si on part du principe des gens qui respectent la vie, étant donné qu'on part d'un principe que la vie est sacrée. Et c'est pour ça que justement, c'est important de souligner cette question-là, de dire que la diplomatie sanitaire peut être justement un point commun qui pourrait même arracher, relier et établir des liens qui pourraient travailler l'humanité, qui pourraient même, on peut dire, travailler pour la paix entre les différents pays si on arrive à établir des liens à l'échelle internationale en matière de politique internationale sur la question de la santé, parce que la question de la santé n'est pas exclusivement une politique à rachète nationale, mais aussi une question internationale, parce que si on a un médicament, on a un vaccin, il est
elle est trouvée dans un pays, des chercheurs, etc. La science, c'est pour toute l'humanité et non pas réservé à un espace bien déterminé. Donc, la santé, c'est pour ça que justement, Rachid, il y aurait des incidences à partir de après cette pandémie-là. Je pense qu'il y aurait un changement justement de politique en matière sanitaire. Et à mon avis, on doit dire que sacraliser, on peut dire même, et même je pourrais dire que la santé ne doit pas être vraiment quelque chose de privé. Il doit d'abord y avoir une sécurité sanitaire universelle. Et si on va prendre l'exemple aux États-Unis, on parle de plus de 40 millions arrachés d'habitants, mais qui ne sont pas assurés par rapport à la couverture sanitaire. Et c'est pour ça qu'actuellement aux États-Unis, c'est difficile de réussir le confinement parce que avec leur politique sanitaire, avec le capitalisme, justement, Rachid, il y a la question aussi, on ne peut pas s'en passer, qu'on peut tirer aussi des enseignements que la remise en cause du capitalisme, on peut dire un capitalisme sauvage, on peut dire, là où on ne prend pas l'humain au centre des préoccupations, alors qu'on devrait avoir une économie qui doit être humaniste, on peut dire, qu'on doit prendre l'homme au centre des préoccupations de toute politique économique ou autre. Donc, c'est pour ça que actuellement, on doit réellement justement revoir la politique comme et prendre la santé et la couverture sanitaire, il doit être universel, c'est-à-dire il ne devrait pas exister un seul être sur Terre qui soit dépourvu de sécurité. Tout le monde doit avoir une couverture universelle et tout le monde doit être couvert parce que si, arraché, le droit à l'existence n'est pas assuré, je pense que ce n'est pas éthique, c'est contre l'éthique et on n'a pas le droit de laisser des gens mourir. Et d'ailleurs, actuellement, c'est presque qu'on est dans la situation où on fera arracher l'éthique. Dans son sens, il arrivera un moment où lorsque, justement, il y a des pics, lorsqu'il y a l'incapacité des instances hospitalières, des hôpitaux qui ne peuvent pas prendre en charge tout le monde, ça veut dire qu'il est condamné de mettre des médecins devant un dilemme éthique, à Rachid, choisir, cette personne-là, elle est vieille, je vais laisser vivre un jeune au détriment d'un vieux. Sur quelle base? Donc, à Rachid, il y a une question éthique. C'est pour ça qu'on doit prendre comme enseignement que cette pandémie-là doit remettre en cause, même en ce qui concerne la politique au niveau de l'OMS, doit revoir sa politique, il doit l'imposer, on peut dire, dans les différents pays, il doit y avoir vraiment une comparaison internationale, et ça rentre justement dans le cadre de cette diplomatie sanitaire. On ne doit pas laisser un être dans cette planète-là qui n'est pas couvert, alors qu'on doit inscrire, on peut dire, que le droit à la vie, le droit à la sécurité sanitaire, c'est quelque chose d'universel, de sacré, et tout le monde doit être protégé. Donc déjà, c'est un enseignement aussi à tirer par rapport à cette pandémie-là. تلميذ كمال تلميذ تفاصيل التفكير وي فانا نحطوها عند الزر ثم غلين ومجين لو بروفيسور دو لا سونتي دكتور مجيد يسلير هو فكر ديك اللي ولاد نغال ديما في حاجه شاكين لا ديبلوماسي سانيتير تظن دائم ديال لاشين تبغى تفكي نوذ من النظام غاسول ما كثير النظام سي با فريمون سا ساعه ثمور اللي تسرتنت نا رغا بوليتيك في لا بوليتيك سانيتير ايلين دي ما يكفو وطنا كي ايلين فيغ لا بانديميا كي وي فنا دو غالغوس ماجد القايت. J'ai écouté attentivement Kamal et s'est posé beaucoup de questions. C'est très intéressant. Je vais juste revenir sur l'épidémie du sida qui est partie de l'Afrique, comme vous le savez. Beaucoup d'experts, particulièrement l'OMS et certains pays, pensaient que le monde allait prendre en charge, avoir une meilleure prise en charge de tout ce qui est ce qu'on appelle la santé internationale des populations ou
maintenant, on parle plus de santé mondiale. Les traités sont là, les idées, la pensée globale, elle est là. Certains fonds ont été dégagés, pas par l'OMS, mais par la Banque mondiale, qui c'est à la limite à un moment donné, c'est même pris des dossiers que devrait prendre en charge l'OMS, mais comme ils ont l'argent, ils ont ce pouvoir de le faire. En tout cas, ils sont intervenus sur plusieurs programmes, mais la diplomatie sanitaire, avec tout ce traité, avec la vision, la pensée qu'il y a là-dedans, elle est encore de mise. Quand on voit, il n'y a pas seulement la pandémie du Covid-19, il y a encore l'état épidémiologique de la planète, il y a encore des poches, si on va par exemple des pays qui ont droit des guerres civiles comme la Syrie, on parle de polio, la polio est censée être éradiquée, donc c'est un problème. On parle du Yémen, là-bas on parle de choléra aussi, on parle de tuberculose, on parle de paludisme, et on parle encore de sida jusqu'à un certain point. Donc il y a des maladies qui ne sont pas encore éradiquées, qui nécessitent beaucoup d'investissement, mais quand elles touchent, et c'est ça les inégalités sur le plan de la capacité financière et tout ça, les inégalités nord-sud, quand un pays a une maladie, s'il n'a pas les moyens de faire la recherche, trouver un traitement, etc., et c'est certain qu'il perdra ses populations, mais le risque, dans certaines situations, ça peut avoir un impact sur le continent en question, comme le cas d'Ebola, etc. Donc, et c'est pourquoi, d'ailleurs, l'administration de Bill Clinton avait produit un bon document où c'est surtout beaucoup plus pour ce qui concernait le sida. D'ailleurs, je pense qu'il y a une fondation Clinton qui prend en charge une partie de ce dossier. C'est un document intéressant où l'état de santé d'une population voisine, par exemple, nous sommes voisins des États-Unis, ici au Canada, c'est quelque chose de stratégique. Si on est en bonne santé ici, on ne pose pas de problème, on n'a pas de risque, de grands risques ou des risques majeurs d'épidémie, c'est un atout pour les États-Unis. Et même chose au niveau de la planète entière. Donc, ça devient un enjeu important. Maintenant, au niveau de la diplomatie, c'est un vieux concept, mais qui se met à jour au fur et à mesure. En Macédoine, Kemal, en 1851, il y a eu la conférence de Paris, à laquelle a assisté même la Turquie, mais c'est du balbutiement, c'est les premiers, c'est embryonnaire. Ça a permis seulement à la France et à l'Angleterre de faire un certain traité de prendre en charge, je ne me rappelle plus c'est quelle épidémie, mais la politique parfois prend dessus, et la politique c'est la gestion de ses intérêts propres. D'accord. Et après ça, un siècle plus tard, l'OMS, on voit la naissance de l'OMS, et puis au niveau de l'OMS, en 2005, on met sur pied ce qu'on appelle le règlement sanitaire international, c'est en 2005. Ça, c'est un très bel instrument qu'on voit même dans les bureaux de médecins. Moi, j'en ai vu quelques documents pour ceux qui voyagent ailleurs pour 5-6 mois, par exemple. Alors, un citoyen canadien en Thaïlande ou en Espagne, ou peu importe, on remplit, on complète un document, c'est un examen clinique. Tout ça, c'est des notions, c'est des standards internationaux. Ça, c'est un très bon cadre. Et par exemple, en 2014, il y a eu la conférence de diplomatie sanitaire en Égypte autour de problématiques ou deux dans la région. Donc, mais ça s'est fait avant la crise du Covid, en temps de paix, tout ça. Ça permet de. Mais cette diplomatie sanitaire, où on peut parler aussi de diplomatie humanitaire, donc il y a quand même des gestes humanitaires que peuvent poser certains États à l'endroit des pays en guerre, etc. Il y a aussi ce qui s'ajoute à cela, parce que la diplomatie sanitaire, ce n'est pas juste de l'aide matérielle, ce n'est pas juste des seringues ou des masques, c'est l'apport scientifique. On parle de diplomatie scientifique,
comme on le voit en ce moment, certains pays sérieux, l'Allemagne, le Canada, etc., partagent leurs connaissances, partagent l'information pour être capable d'avancer, de produire soit un vaccin ou un médicament, aussi bien pour la COVID-19 que les autres maladies. Donc, c'est un tout. Et la diplomatie sanitaire, ça peut être un levier aussi, un levier politique d'aide internationale, et ça donne un canal. Ça peut être aussi, ça peut redorer l'image d'un pays. Bon, en ce moment, juste un mot, la Chine, elle a arrosé via, je pense, un homme richissime, c'est le patron local d'Alibaba, donc à peu près l'équivalent de Bill Gates. Les 54 pays d'Afrique comme Masque et je ne sais pas trop quoi, mais en Algérie, ils ont fait la même chose avec la promesse de construire un hôpital. Je ne sais pas ce qu'ils vont faire en une semaine après le Covid, je ne sais pas. Mais voilà un peu, mais aussi ailleurs, du côté du Moyen-Orient, on voit même, ils ont intervenu au niveau de l'Afghanistan, ils interviennent au niveau en Iran, avec la Russie. Et à ce niveau-là aussi, si on prend le cas des ennemis jurés, le Qatar, les Émirats, tout ça, ont envoyé de l'aide à l'Iran. Pourquoi? Mais je pense que le principe est le même. Si les Iraniens dans cette région-là s'en sortent bien, c'est certain que c'est possiblement les Qataris ou les autres seraient moins touchés. Donc, voilà un peu comment c'est au niveau des intérêts. La Chine est un peu mal vue en ces semaines-ci. Bon, mais on pense qu'elle joue de façon un peu opportuniste. Elle tente d'utiliser cette crise pour venir en aide à certains pays. La France commence à se réveiller. D'ailleurs, je pense qu'il y a une conférence, téléconférence, je ne sais pas comment ils ont appelé ça, de Macron avec une dizaine de dirigeants de l'Afrique. À l'intérieur de l'Europe, il y a les Balkans, ce qui est Slovénie, Macédoine, et tout ça. Ils sont en train il y a un diplomate le 26 mars qui a été désigné pour essayer de trouver de l'aide pour ces pays-là, pour ne pas sombrer dans la détresse complète, parce que ça prend des mesures économiques, etc. Dieu seul sait que là-bas, ces zones-là, il y a beaucoup de contrebande, beaucoup de criminalité. Donc, c'est des enjeux qui s'entremêlent, d'où la nécessité que le G20, le G8 ou le G7 se tiennent sur pied pour trouver d'ici 2-3 mois, peut-être même plus, les solutions qui conviennent à la crise. Donc, ce n'est pas seulement sanitaire, c'est juste un levier. Voilà. ماجد الفلسطيني والنسمة كيدو ضغطات تمورا لي بلوك ونبو كوم ça vu تمور particulièrement تمور دانغوس dans tout ça les absents تنولي غطاس تمور دانغوس وقراتي لينا je ne sais pas lequel, je pense que un ministre de la communauté européenne, je ne me rappelle plus c'était quoi son grade, même un ministre, je crois, français, avait dénoncé l'attitude de désinformation, on avait parlé de désinformation des Russes. Et les Russes viennent d'emprisonner un médecin qui a donné une dame, qui a donné je crois, les vrais chiffres selon ce médecin, et personne ne sait ce qui se passe au niveau de la Russie. Et c'est cette corporation de médecins à leur tête une dame, je crois, elle dénonce son pays à l'effet que les populations en Russie ne reçoivent rien ou très peu d'aide, alors qu'à l'extérieur, Poutine veut disons, passer pour un humanitaire
soigner son image internationale au détriment des Russes. Ah, ok. Donc, ça joue très, très dur. Voilà. جميل. كما نحن قلنا ثم الدوزيام فولي la deuxième partie du troisième volet où فلان نهو مسلا في لي زونجو جيوستراتيجيك ذا شو تمورليني رشيد سقسينا اللي انا ساعه ازال مليح خاطر جوستومون les enjeux géostratégiques à partir même de cette crise-là sanitaire, de cette pandémie. Je vais mettre le Majid. La Chine. Déjà, pour actuellement, il faut dire la vérité, deux grands pays qui luttent pour repositionnement, celui qui va être le leader. Actuellement, on peut dire, sur un plan politique et même économique, on va dire que ce sont les États-Unis qui prennent, on peut dire, le chapeau, on peut dire, c'est lui, on peut dire, le gendarme du monde. Mais il y a la concurrence des Chinois. À partir de cette pandémie-là, il y a le problème qu'on assiste actuellement, justement. Je pourrais l'appeler une sorte de... On est arraché dans une transition, on peut dire, d'enjeux, justement, géostratégiques qui va prédéterminer, c'est une phase très importante, cruciale, qui va déterminer, on peut dire, les alliances qui vont se construire demain et ça se joue justement actuellement, même pendant cette pandémie-là. Parce qu'il n'y a personne déjà qui sait combien va durer cette pandémie. Il y a le facteur temps qui pose un problème. Et c'est pour ça qu'on revient de l'importance de la science. Il dépendra justement des recherches. Quand est-ce qu'on va trouver ce vaccin-là? Quand est-ce qu'on va trouver un médicament qui pourrait mettre fin à cette situation, on peut dire, inédite, qui met même l'humanité tout entière, on peut dire, en suspense. C'est-à-dire que le virus, il faut dire la vérité, Rachel, il a suspendu tout. Même sur un plan philosophique, on a l'impression, lorsqu'on demande aux gens de se confiner à la maison, c'est comme il y a arraché ce qu'on peut appeler la suspension du temps. C'est-à-dire, c'est comme si les gens, le temps est suspendu et que les gens, ils sont en train de se poser des questions existentielles. C'est un peu plus de la philosophie. Et d'ailleurs, même, moi, personnellement, j'ai écrit dans mon post Facebook, là où j'ai dit que cette situation va engendrer même une littérature de confinement. C'est-à-dire, il y aura de la production, que ce soit philosophique, littéraire, il y aura des productions où les gens vont écrire par rapport à leur confinement, par rapport à la situation, parce qu'ils vont perdre des êtres chers, ils vont vivre des situations dramatiques, ils vont plus comprendre la situation, parce qu'on est pris arraché du cours, là où l'extérieur devient un danger, devient, on peut dire, sortir, c'est comme si c'était un espace qui contient de la mort. Alors que, normalement, quelqu'un qui vit, quelqu'un qui bouge, qui explore, qui est à la découverte, alors qu'on est revenu à une situation un petit peu paradoxale et arraché même la même chose pour les pays. On va, justement, si on va prendre cette situation-là, la question même de la géostratégie arrachée, il est malheureusement réduite presque à, il y a une question d'enfermement quelque part, parce que chaque pays, comme on ne peut pas prendre les États-Unis, à travers ce qu'il a fait comme piraterie, pour détourner du matériel sanitaire pour sauver son peuple, chacun il est à la quête pour sauver son peuple, c'est-à-dire il y a une sorte de réaction de survie inconsciemment, c'est-à-dire on le constate à l'échelle individuelle, on voit par exemple en Algérie par exemple, ceux qui courent derrière un sac de semoule, même en passé le halam al-riski il y a une question de survie. La même chose, il peut être répercuté à l'échelle de pays. Donc, c'est-à-dire ce virus-là, cette pandémie-là, il a tout chamboulé. Et d'ailleurs, c'est pour ça justement l'attitude de la Chine, ça rentre dans ces questions-là. Avant, et pourquoi il a pris une longueur d'avance?
c'est parce que c'était le premier pays à vivre cette expérience-là de la pandémie, de cette épidémie-là. Et peut-être, c'est sûr, je suis convaincu qu'ils n'ont pas dit la vérité dès le départ. Donc, il devrait y avoir des vérités qui sont cachées. Donc, il a une longueur d'onde par rapport à d'autres pays. Donc, c'est comme s'il a affronté cette épidémie-là. Il a une longueur d'onde par rapport à d'autres pays. Et parce que même d'autres pays aussi, ils n'ont pas pris les choses au sérieux. Donc, déjà, cette question-là de gestion-là, la Chine, elle a une longueur d'avance par rapport à d'autres pays, mais c'est pas joué encore. Parce que s'il y a l'effondrement de l'économie américaine, arrachée, il y aura aussi des conséquences sur l'économie chinoise. Parce que l'économie chinoise, c'est plus de l'exportation. Donc, si les autres économies vont s'effondrer, même la Chine va s'effondrer avec. Donc, il y aura, c'est un peu il y a une relation réciproque quelque part. Donc, il y a une dépendance, on peut dire, de ces économies-là. Donc, je pense qu'à Rachel, que cette pandémie-là, cette période-là, il y a pas mal de facteurs qui vont entrer en jeu. Il y a plusieurs scénarios qui pourraient se dessiner, mais essentiellement, c'est justement cette question-là de diplomatie sanitaire, et c'est ce que fait la Chine. Il est en train d'intervenir pour aider l'Italie, pour aider l'Espagne, pour aider pas mal de pays au niveau de l'Europe, et ils veulent aider l'Afrique. Pourquoi? Parce que la France ou certains d'autres pays de l'Union européenne, ils sont pris au piège pour régler les questions de leur pays. Les États-Unis, la même chose, lorsqu'on voit il y a plus de 1000 morts, donc il n'a pas les capacités, il n'a pas les moyens pour pouvoir secourir ou intervenir, faire de la diplomatie sanitaire ailleurs. Donc, il y a la Chine qui est en position de force actuellement, et ça pourrait être un petit avantage pour eux, mais rien n'est encore déterminé parce que les États-Unis, c'est pas seulement Trump, c'est pas une personne, ce sont des institutions. Donc, les États-Unis, c'est un pays d'institutions. Après, on peut parler à Rachel parce qu'il y a aussi une autre question d'impact par rapport à cette pandémie-là, par rapport à ces enjeux-là. Il y a aussi des enjeux au niveau locaux parce qu'il dépendra de la nature des régimes. Si vous voulez, on peut parler un petit peu. Surtout, par exemple, déjà, on va prendre il dépendra de la nature des régimes. Par exemple, dans un pays de régime démocratique, c'est la population qui va trancher pour changer de système à travers des élections en essayant d'élire des personnalités politiques qui peuvent vraiment remettre en cause le système pour protéger les citoyens, en prenant exemple de cette pandémie-là, pour investir justement dans le savoir, dans la recherche scientifique, donner plus d'importance à la santé et à l'éducation. Mais le problème qui se pose à Rachel, ça va être au niveau des pays, là où il n'y a pas de démocratie, là où il n'y a pas d'élection libre. Là, ça peut poser un problème parce que les citoyens vont se révolter, vont se dire on peut pas continuer comme ça, il fallait changer de système de gouvernance. Donc, je pense qu'à Rachel, il y a une question qui se pose à Rachel sur un plan géostratégique, il y a deux options, c'est-à-dire deux visions d'une manière générale. Selon que le pays soit démocrate, là, oui. Oui, il y a la nature du régime Rachel, mais en même temps, Rachel, sur un plan géostratégique, on va se dessiner, est-ce qu'il y a deux options. C'est-à-dire cette pandémie-là a démontré à Rachel la nécessité d'y aller vers une coopération internationale et d'y aller vers un monde plus humaniste, plus coopérant, parce que si un pays est touché par une pandémie, il n'y a aucun pays qui est à l'abri parce qu'il va y avoir des instances. Donc, il y a arraché deux options. Est-ce qu'on va y aller vers un monde plus humaniste? Il y aura des politiques nouvelles. Il y aura de la collaboration pour justement, comme exemple, donc collaboration principalement scientifique, de débloquer tous les moyens et d'investir sur la question de la science. Donc, il y a un vers un petit peu rétrécissement, l'introverti, donc c'est un petit peu les deux politiques qui vont se confronter, c'est-à-dire parce qu'il y aura une remise en cause des politiques locales, c'est-à-dire des populations qui vont se révolter et qui vont remettre en cause le système de gouvernance locale, mais en même temps, cette remise en cause-là, est-ce qu'on pourrait déboucher vers une certaine convergence internationale pour y aller vers des gouvernements, vers des instances plus humanistes, là où on va prendre au centre des préoccupations des gestions politiques au niveau mondial, principalement à l'OMS,
pourquoi ne pas être doté d'un certain nombre de pouvoirs justement pour pouvoir sacraliser et d'opter pour une véritable politique sanitaire où tout le monde doit être protégé. Parler de la couverture sanitaire universelle à Rachid, c'est un principe qui devait être sacralisé et consacré à l'échelle de l'ONU, à l'échelle de l'OMS, à l'échelle au niveau aussi des politiques locales, parce que si cette pandémie-là vraiment, il a mis à nu les systèmes capitalistes sauvages. On doit revoir la façon de gouverner, la façon de prendre en considération principalement, mettre au centre des préoccupations indemne, l'être vivant. تنمية كمال ثم نوحر مجد نولي ثمو غلينس توفق ذا شد دينا كمال كوم كوا وما ظلوا زكا غادي يلي لا نسرس هنا دم دي تلمس نون au milieu des enjeux. Donc est-ce que تشيني en tant que médecin الجاي تولي هادشي كيدير ضروها le côté humaniste il va prédominer sur comme il a été jusqu'à date maintenant sur l'égoïsme, l'humanisme. Donc, il y a du haut qui dit c'est qu'on n'a pas le choix. La coopération, elle est inévitable. Je crois mais et vice versa. Je suis en tant que médecin. Oui, c'est vrai que la politique, l'économie, la philosophie, la sociologie, la diplomatie sanitaire, ça devrait être au service de l'homme. Pas plus que ça. C'est des outils, c'est des instruments pour penser l'homme, pour réfléchir l'homme, mais aussi pour que ça soit à son service. C'est le développement humain qui doit être au centre de tout ça. Mais malheureusement, bon, la mondialisation et les ratés, ça fait partie de l'histoire humaine. C'est comme ça, c'est devant nous, c'est des faits. On souhaitera que, moi je pense que, très humblement, je ne suis pas un géostratège, c'est pas mon domaine, mais je pense que l'équilibre va être entre l'indépendance, l'interdépendance et la dépendance. C'est comme trois piquets. Là, c'est à ce niveau-là qu'être dépendant des autres comme nation, ça nuit. Être trop indépendant, c'est impossible, c'est quasiment impossible. Faire dans l'indépendance comme ça se passe en ce moment à l'excès. Donc, il y a un équilibre à trouver et il me semble que je suis convaincu qu'il y aura une reconfiguration et les pays vont commencer. D'ailleurs, tous les grands instituts, quand on relit un peu, on voit qu'il y a beaucoup de réflexions qui se fait. Moi, pour revenir à l'histoire des respirateurs, c'est sur la bouche de tous les médecins quasiment. C'est une denrée rare, très importante. Quand un respirateur, quand la compagnie qui fabrique un respirateur dépend des approvisionnements de 5-6 pays, il faut coopérer. Et c'est une des raisons pour on ne pas citer la compagnie en panne parce que de l'autre côté, on n'arrive pas à recevoir les marchandises et tout ça. Et comme tu l'as dit tout à l'heure à Kamal, quand on prend le système ultra libéral américain, avec plus une population à de l'ordre de la même population que l'Algérie, qui a plus de 40 millions. Sans assurance, hein? 40 millions oui, sans assurance et... Oui, sans assurance dans le dénouement total et Dieu seul sait combien une journée d'hospitalisation c'est 2-3 000 $, même sans soins. Donc, c'est pas tout le monde. Et ça, c'est une poche. Au lieu de le voir ailleurs en Éthiopie ou en Afrique, c'est à l'intérieur. Donc, c'est à l'intérieur de la première puissance mondiale. On ne serait pas rendu la prochaine fois à déployer un navire de guerre de 1000 lits, un navire hôpital de 1000 lits tout près de New York, je crois, ces jours-ci. Et je pense qu'il y a beaucoup de leçons à tirer comme pays, comme organisation internationale, et comme famille, et comme individu.
Voilà donc ce que j'ai à dire. تنميتك يا مجيد. Ça m'a fait plaisir de partager avec vous la discussion. تنمية الدكتور يسلين كيكيد نسا ثقيرا هين وحريشة كين ويس ثلاثة وكم كان ين وحريشة دي سدون أثيدنا وين أفهم كي أيلين وزكا أما إثموثن يقباليا ولا ملزير أكذ أو مضى الأسومة السيان مليذك وحريشة نقير ويس 4 دون دينير هي قيمة ذي ثلوث.